On est ici sur la gare de triage de Montréal. Il n'y a pas de train pour l'instant. On fait ça en toute illégalité. Il n'y a pas de gardien dans le coin. Puis, moi, c'est un trésor ici. Quand les trains passent, je me planque, puis je regarde ça. Tous des wagons c'est marqué Missouri, Massachusetts, Kansas. Ça me fait voyager. T'aimes quoi dans ces clous? Je sais pas, hein. Côté de la crucifixion. C'est dans l'inconscient collectif judéo-chrétienne, le clou, c'est assez fort, merci. Hein. Le clou du chemin de fer, c'est l'histoire du Canada. Tu sais, quand depuis ici jusqu'au Pacifique, ce qui a ouvert le commerce et le Canada, c'est les chemins de fer. Et le symbole de ces chemins de fer, c'est ces fameux clous. Droit, usé, ça va faire partie des prochains tableaux. Il y a comment je te dirais, des endroits ciblés qui sont effectivement ce qu'on appelle ici les ventes de garage. On a les marchés aux puces. Les magasins de toutes sortes. Quand je vais en Suisse ou en France ou à Paris, là, je vais vraiment à Saint-Ouen par exemple, ou aux États-Unis également. Je fais toutes les brocantes. Et puis tout ce qui est étrange m'attire. Alors tu vois, il y a des boutiques, les anciennes boutiques, ça je trouve ça fantastique. Garde tout ça ici, c'est milliers de feuilles de lettres A7. J'ai acheté ça dans un magasin de graphisme où tout ça a été entreposé dans le sous-sol parce qu'ils ne les employaient plus. Tu connais le lettre A7? Ouais, un petit peu. C'est un vieux système hein, avant que l'ordinateur arrive. Ici, tu as de l'inuktitut, l'écriture inuite. Ça, grotesque. J'aime bien aussi les noms des typographies. Grotesque numéro 216. Grotesque italique. C'est un beau nom de tableau aussi. Hein. Grotesque italique. Égyptien. Copperplate. Oh là là, Copperplate. Je me rappelle. Il y a une vingtaine d'années, le Copperplate était sorti. C'était tout le monde aimait ça. Là, c'était la typographie. Tu la trouvais partout. Sur toutes les cartes d'affaires, sur tous les magazines. Tu as travaillé dans le graphisme ou dans la publicité, tu t'y connais quand même hein? En publicité, ouais, j'ai travaillé. J'ai travaillé près de 25 ans en pub, ouais. Donc là aussi, tu sais, c'est tout ce qui est papier, tout ce qui est mise en page. D'ailleurs, mes tableaux, comment je te dirais, ont une construction de mise en page. Donc avec une mère libraire, tu sais, l'amour de l'écriture, l'histoire de l'écriture, l'histoire de la typographie, la publicité, tout ça, ça fait un... Je suis le résultat de tout ça finalement. Je pense ici, comment je te dirais, un métier qui me passionne, c'est les imprimeurs. Je me rappelle gamin, on allait voir l'imprimeur du village qui était encore au plan, et puis ça me fascinait. C'est toujours quelque chose qui m'a fasciné. Tout ce qui est impression ou système de reproduction.
Mais c'est aussi, tes objets, ils sont tous un peu vieillots aussi, tu vois. Tu vas plutôt Non. t'intéresser aux choses qui ont Ouais. vécu, qui ont un Ouais. vécu. Hein. Ouais. Je trouve que ça donne une âme au tableau. Mais pourquoi? Je sais pas. Je sais pas, je dois être nostalgique quelque part. C'est une façon J'ai toujours été collectionneur dans l'âme. Et puis, de collectionner pour collectionner. Il y a beaucoup de choses que j'ai collectionnées que je mets maintenant dans mes tableaux. C'est une sorte d'exutoire, mais pour que l'objet continue à vivre, si tu veux. C'est surtout dans un phénomène maintenant de société où on jette tout est jetable, d'avoir du matériel qui est arrivé jusqu'à nous, et puis on peut le remployer pour lui donner une nouvelle vie. Ça, je trouve ça vraiment fort. Puis je trouve que ça se ressent dans les tableaux. Série zoologique. Alors ça, c'est super, ça se trouve plus. C'est des décalcos. Donc quand on avait des bonnes notes à l'école, 6, on avait 6 étant la meilleure note, qu'on avait 6 fois 6 dans un carnet. La maîtresse nous découpait un petit animal, puis elle nous le donnait. Alors on arrivait à la maison, on mettait ça sur une tasse à café ou sur les catelles, les carreaux à la cuisine, puis on était heureux, hein, on collectionnait. Mais j'ai retrouvé ça, c'est des calcomanies éducatives. J'ai toujours cette vision d'enfance. Je suis très jouet, je suis très ludique. J'adore ça. Et puis ça me parle. Parce qu'il y a des personnes qui ont passé, ça devait être le chef de musique de là-bas, qui a passé, ça doit être pour une trompette, un sax alto, qui a passé des soirées à retranscrire toutes ces lignes de musique. Ça se retrouve ici. Puis ensuite, je mets ça dans un tableau. Ça donne une âme à un tableau. Regarde, ça c'est d'autres choses. Ça c'est encore. Ça j'ai acheté encore une fois à Paris, à la place des Vosges. C'est des écritures, enfin des pages de chants grégoriens. Ça date du XVIIe siècle et puis c'était fait à la main par les moines. Ça c'est de la demi-peau de mouton. Et puis ça j'en emploie aussi pour en mettre dans des centres de tableaux. J'en ai peu, là, j'en ai presque plus. C'est des anciens paquets de Craven A, comme disait Léo Ferré. C'est un gars qui a gardé tous les paquets qu'il a fumés durant sa vie. Alors j'ai acheté tous ces paquets. Il y en a des milliers. Parce que je trouve ça magnifique pour faire des fonds. On est loin de la mélamine, tu vois. Tout ce qu'à l'ancienne était bien fait, hein. On prenait le temps de faire les choses. Moins maintenant, plus maintenant. Ce qui est dommage. D'être avec de l'ancien matériel comme ça et tout, moi, ça me donne une sorte de calme, de sérénité où je suis bien. Je rentre dans une sorte d'autisme volontaire quand je suis ici ou quand je suis en production, quand je crée, qui me fait un bien énorme. Je me coupe du monde. Je me coupe des médias, de la télévision, de la radio, tout ça et tout, puis pour rentrer là-dedans. Et je te jure, quand je fais une exposition, ça se ressent.
sais, le beau pour le crapaud, disait Voltaire, c'est sa crapaude. Alors tu vois, le beau, c'est bien, c'est bien relatif. Mais pour ma part, les images que je crée me semblent sincèrement belles. Et je pense que ma peinture est compréhensible, elle est abordable, elle est lisible. Comment tu te sens dans ton atelier là? Si tu dis que des fois tu passes 12 heures ici, c'est un peu c'est ton repère en fait, c'est ta grotte. Pour moi, je pense que la peinture, c'est quelque chose qui doit se vivre seul. Parce que quand tu partages un atelier avec d'autres peintres ou d'autres personnes, c'est les yeux des autres qui vont voir ton travail. Puis je pense que ça fausse un peu ton vocabulaire, tu vois. Chaque fois que je vais dans une ville, je vais visiter les cathédrales ou les lieux sacrés. Ici, on est à Montréal, c'est une magnifique église ici. Les grandes sources d'inspiration. Toute cette grandeur, cette lumière, c'est absolument superbe. C'est une des fonctions de l'art, d'embellir le monde. Les artistes doivent être habités. Doivent être habités par une flamme. Et lorsqu'on est habité par cette flamme, on peut y aller puiser la lumière. Mais pas une lumière narcissique, mais la lumière née de cette connexion avec ce qui nous anime profondément. Avoir une origine suisse, tu avais un père qui était horloger, il s'intéressait déjà aussi aux petites choses, et il était peintre aussi, c'est ça? Ouais. Ah ouais, mon papa, c'était un peintre figuratif. Et puis, ce qui est merveilleux avec lui, il m'a appris depuis tout petit à regarder. Il s'arrêtait en pleine nature, là, puis il disait « Regarde, Jean Daniel ». Et tu vois, quand tu as la chance d'avoir cet enseignement-là très petit,
ton cerveau devient un véritable appareil photo. Et tout ce que tu le vois différemment. Ça, c'est un tableau de mon père. On est loin de ce que je fais, mais il m'a appris à voir la nature. Où est-ce que tu te situes aujourd'hui dans le milieu de l'art au Québec, dans la peinture plus précisément? C'est une bonne question. Écoute, déjà pour un peintre, d'expliquer sa peinture, c'est tellement difficile. Mais tu te sens suivre un mouvement? Ouais, j'ai pas cette prétention-là, hein, de suivre un mouvement ou d'être dans un mouvement. D'ailleurs, je sais pas s'il y a vraiment encore un mouvement actuellement. Tu sais, au Québec, après le refus global, il n'y a pas eu grand mouvement. Il faudrait demander l'avis d'un professionnel travaillant dans le milieu, justement. Ça, c'est toutes sortes d'artistes canadiens. Ah, vous vivez au milieu des tableaux. La bande dessinée, ici, maintenant, c'est le nouveau vague, oui. Très populaire en Montréal, hein? Les artistes de bande dessinée. Moi, je dis les traditions au Québec, c'était rural, folklorique, les surréalistes aussi, influence de breton et le mouvement intègre, c'était automatisme, Paul-Émile Bordois, Riopelle et les autres dans les années 50. Après ça, les plasticiens, les années 60. Mais les nouveaux mouvements, peut-être un peu écologiques, on peut dire, mais les vrais mouvements, non. Non, je pense qu'il n'y a pas de mouvement en ce moment. Il n'y a pas, à proprement parler, de mouvement prédominant dans la peinture au Québec et même plus généralement dans l'ensemble des arts visuels. Il n'en existe pas vraiment non plus, à ma connaissance, à travers le monde. L'époque des mouvements, l'époque des pamphlets qu'on lançait, des manifestes, semble, pour l'instant tout au moins, révolue. Donc, le manifeste de refus global qui donne naissance d'une certaine manière à la modernité québécoise a eu lieu. Il y a eu d'autres manifestes par la suite, mais depuis facilement une bonne dizaine d'années, une bonne quinzaine d'années, on ne peut pas dire qu'il y a un mouvement prédominant. Et bien aussi incroyable que ce soit, aujourd'hui, les artistes sortent d'un monde universitaire. Et la carrière d'artiste, c'est une carrière qui passe par la filière universitaire. C'est un phénomène relativement nouveau, parce que je dirais qu'au siècle dernier, par exemple, au début du XXe siècle et au XIXe siècle, la carrière d'un artiste passait évidemment par les académies de peinture, passait par des ateliers d'artistes. L'artiste avait sa formation par une sorte de compagnonnage, on peut imaginer ce genre de choses. Aujourd'hui, ce compagnonnage est intégré dans un monde qui est surtout un monde universitaire, avec baccalauréat, maîtrise, doctorat. Les professeurs sont subventionnés souvent pour créer l'art, à part de leur travail dans les universités. Les étudiants sont influencés par la pensée de ces professeurs. Et quand ils sortent, c'est eux qui commencent d'influencer ce qui est la culture maintenant. Et le plus terrible, c'est que nous avons affaire de plus en plus à des professeurs artistes ou à des artistes professeurs. C'est valable pour le monde des arts visuels, c'est aussi valable pour le monde de la littérature. Beaucoup de nos écrivains sont également des professeurs. On a donc une littérature de professeurs, on a une peinture de professeurs. Ça a des avantages, mais ça a des inconvénients. Cette espèce de liberté que l'on pense avoir dans le monde universitaire, eh bien, c'est une liberté qui est surveillée. C'est-à-dire qu'elle est surveillée par les pairs, par les collègues, qui s'observent les uns les autres. Et donc, un artiste qui ne relèverait pas de ce bassin-là, aujourd'hui, va avoir beaucoup de difficultés à percer. On peut dire qu'au Québec, le marché de l'art est assez peu existant. Il est très, très faible.
Et donc, par conséquent, il y a très très peu de médiatisation par rapport à l'art contemporain. Et conséquemment, le seul milieu où il y a un petit peu de diffusion de l'art, c'est le secteur universitaire. Donc, il forme à la fois des artistes, à la fois des historiens de l'art. Et à ce moment-là, ça devient, pour les artistes, à peu près un des rares lieux de promotion par rapport à l'art. Et dans ce sens-là, je dirais que le milieu universitaire, oui, il s'est approprié le milieu de l'art contemporain, mais un peu par défaut. C'est-à-dire que si les médias avaient une meilleure couverture, à ce moment-là, forcément, l'université serait comme plus mise en marge. Je dirais qu'il y aurait deux catégories d'artistes. Il y a la catégorie des artistes que l'on peut appeler des créateurs, des innovateurs, des artistes qui cherchent des choses nouvelles, d'une part, et d'autre part, les artistes qui exploitent des formes qui sont déjà des formes connues, qui ont un certain succès, que le public connaît. Je dirais, pour aller vite, l'impressionnisme, l'expressionnisme. Donc ce sont des formes qui, en leur temps, ont été révolutionnaires, mais qui aujourd'hui sont devenues très familières à un très large public, et les artistes qui se réclament, qui exploitent, je dirais, ces formes-là, sont dits aujourd'hui des artistes commerciaux. Pour eux, ils vont dans des galeries et il y a un public qui facilement achète leurs œuvres. Les autres, ceux qui font, entre guillemets, de la recherche, ceux qui font de l'innovation, alors ceux-là, pour eux, la vie est beaucoup plus difficile. Mais par bonheur, ils sont soutenus par des organismes de subvention. Donc, ils obtiennent des bourses souvent. Donc, ils peuvent résister, tenir le coup un peu plus longtemps et pouvoir avoir un certain succès. Leurs œuvres sont souvent achetées par des musées également, qui les soutiennent. Donc, il y a tout un circuit, le circuit des centres d'art, par exemple, qui est là pour la promotion, justement, de l'innovation. Donc, vous voyez, ça ne déroge pas. Ces deux milieux ne se parlent pas, effectivement. Mais dans d'autres milieux, c'est pareil. Dans le milieu de la chanson populaire, les artistes qui font du western, du country, si vous voulez, ils ne parlent pas tellement à ceux qui font de la chanson qu'on appelle à texte. C'est un peu la même chose dans les arts visuels. C'est vrai qu'au Québec, il y a un certain mépris de toutes les valeurs par rapport à l'argent. C'est-à-dire qu'on essaye de rester beaucoup plus intellectuel, beaucoup plus dans le domaine de la recherche. Et dès qu'on parle d'argent, il y a comme un genre de problème qui se crée. Et je crois que c'est tout à fait à tort, parce que c'est au contraire très intéressant qu'un artiste puisse vivre de son art. C'est d'ailleurs un des objectifs de la vie d'un artiste. Mais dans le domaine de l'art, c'est sûr que le langage intellectuel a eu beaucoup d'importance, il s'est beaucoup développé. Et conséquemment, les œuvres dites très commerciales sont probablement un petit peu mises de côté par rapport au milieu universitaire. C'est pas souvent que quelqu'un est aussi capable de gérer une carrière comme Jean-Daniel Rohrer. Il est innovateur dans ce sens, oui, et je pense qu'il est réussi comme indépendant, artiste indépendant. Je pense qu'il y a une raison pour ça, c'est parce qu'il connaît son identité. C'est quelqu'un il est à l'aise avec son identité et son art, c'est une expression de son point de vue. Puis on retrouve aussi tout le temps ces espèces de longues figures humaines comme ça qui bordent les bords du tableau. C'est quoi ces personnages qu'on retrouve partout? C'est ce qu'on appelle communément de la figure humaine. Elle te suit dans tes tableaux? Ouais, ça fait longtemps. Mais tu sais, en étant gamin en Suisse, t'es déjà élevé à la sauce Giacometti, avec ces personnages très élancés. Je me rappelle, mes premiers tableaux, ça date quoi, de 80, dans les années 80, j'avais 20 ans. Ça fait 30 ans. 30 ans que je tape sur le même clou, c'est le cas de le dire.
pense que c'est un artiste qui est encore engagé avec le vrai expérience. Il tire des images de son expérience et c'est très imaginaire la façon il assemble ses idées visuellement sur un tableau. Alors, moi je dis il est vieux école seulement à cause qu'il est encore engagé dans l'expérience du vrai vie, dans la vie, à la place de tirer, couper, coller des images comme les nouveaux écoles le font dans la photo, etc. Moi, je pense que la peinture peut être une poésie hein, pour rendre la vie plus belle. Surtout maintenant, dans ce monde façonné par la vitesse, la course. Je me sens d'autant plus à ma place avec ma peinture qui, justement, prend du temps, qui se nourrit du temps, qui se nourrit de la mémoire du temps, de ses traces. Puis en fait, moi, je ne veux pas gagner, hein, je ne veux pas être le premier, je veux être différent, tout simplement. Et si ce temps de réflexion traduit en tableau touche ne serait-ce qu'une personne, mon travail est justifié.